Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi à Dakar et partout au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Au sommaire, l'Assemblée nationale en séance plénière ce vendredi à huis clos pour ce qui est de l'affaire des 94 milliards présumés détournés par un ancien directeur des domaines. Séance ouverte pour ce qui concerne la modification du règlement intérieur. Le texte a été adopté il y a quelques instants. Émotion et tristesse ce matin à la levée du corps du capitaine El Hadj Moussa Thiam, l'officier de l'armée de l'air décédé dans le crash d'un hélicoptère de la MINUSMA, a été décoré dans l'ordre national du Lion à titre posthume. Le président Macky Sall à Touba, en prélude au Grand Magal, le chef de l'État est arrivé dans la capitale du mouridisme il y a quelques instants. Une semaine après la rentrée des classes, la vie reprend timidement dans les écoles. Exemple, au lycée mixte Maurice Delafosse, les cours y reprendront effectivement la semaine prochaine. Les titres de l'actualité internationale. Avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Le Premier ministre éthiopien, prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed, consacré pour ses efforts en faveur de la réconciliation entre deux ennemis jurés, l'Éthiopie et l'Érythrée. Nous ferons ample connaissance avec le Nobel 2019. Fin de campagne électorale en Tunisie. Débat télévisé entre les deux candidats ce soir en direction du second tour du scrutin présidentiel prévu dimanche prochain. À tout à l'heure, Binta, pour les détails. Pour les titres sport, Chertidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Souleymane, bonjour à tous. L'exploit du Sénégal hier face au Brésil, la presse brésilienne en parle. Et vous entendrez là-dessus Anna Rocha qui a fait le tour de la presse locale. Pour parler toujours de ce match, vous entendrez aussi la réaction du défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly qui se félicite de cette belle prestation de l'équipe du Sénégal. Dimanche, on va jouer la finale de la Coupe de l'UFOA. Le Sénégal veut bien détrôner le Ghana. Là-dessus, vous entendrez Soda Thiam et puis nous allons nous intéresser au mondial de foot de plage. Là-dessus, le Sénégal qui va croiser cet après-midi, ce sera contre son homologue du Paraguay. Le développement dans un instant. À tout à l'heure, Chertidiane Diagne. Jour J-6 avant le Grand Magal de Touba, notre reportage Safar du jour nous amènera à Pikine où nous retrouverons Dongoka. Et puis, point de vue, en fin d'édition, nous discuterons avec nos experts de l'issue politique de l'affaire des 94 milliards. Souleymane Niang. D'abord, la proposition de loi portant modification de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a quelques minutes, le texte a été adopté par les députés. Nous retrouverons à la place Soweto Mamadou Amar Ndione. Bonjour. Bonjour Souleymane Niang. Alors, comment s'est déroulée la séance déjà, puisqu'on sait désormais que le texte a été adopté? Oui, la séance s'est déroulée de façon très sereine. Les députés ont eu le consensus sur le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale, loi organique numéro 12-2019 qui a modifié la loi organique de 2002. Et donc, c'est à l'unanimité que les députés ont voté cette modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Entre autres, les grandes lignes, il s'agit de revoir un peu le travail du député, que ça soit plus pertinent, la reconfiguration des commissions permanentes. On le disait, les commissions qui sont passées de 11 à 14, 3 commissions de plus pour une meilleure gestion, une meilleure prise en charge des questions qui interpellent l'Assemblée nationale. Et il y a aussi une meilleure rationalisation de la procédure d'examen de la loi de finances initiale à l'Assemblée nationale, la suppression du passage obligatoire des ministres en commission, saisis pour avis pendant la session budgétaire. Et il y a les séances d'audition des ministres relevant de leurs compétences qui au plus tard vont se tenir le 1er juin de chaque année. Plusieurs modifications donc apportées au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons plus amplement certainement. Mais les députés ont également, par l'intermédiaire du président de la commission Seydou Diouf, la commission des lois, qui a donc travaillé sur ce document, que d'autres questions vont être revues. Il s'agit de l'absentéisme de certains députés, de retards observés par les parlementaires concernant des collègues, la création également de groupes parlementaires, combien
de députés faudrait-il avoir pour avoir son propre groupe parlementaire? Les non-inscrits également qui ont plaidé leur cause on va traiter leur cas selon Seydou Diouf toujours. Mais ce qu'il faut retenir globalement sur les Magnan, c'est que l'opposition, les non-inscrits et la majorité vraiment ont affiché aujourd'hui un consensus sur ce projet de loi. Et maintenant à 15h30, il y aura l'autre débat à huis clos cette fois-ci, le président de l'Assemblée nationale qui a énoncé la loi qui stipule que le débat doit être à huis clos sur les 94 milliards de francs CFA qui installe la polémique ces derniers jours. Souleymane Niang, c'est ce qu'on peut retenir en attendant de revenir plus amplement sur cette nouvelle loi concernant ce règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Merci Mamadou Amar Ndione qui était en direct de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'audition du rapport de la commission d'enquête sur le présumé détournement des 94 milliards que Mamadou Amar Ndione évoquait tout à l'heure et dont vous savez maintenant qu'elle se tiendra cette audition à huis clos. Nous avons cherché à recueillir le point de vue de certains députés à quelques heures de la réunion. Rares sont les parlementaires qui acceptent de se prononcer sur la question. Le cas échéant, ils en disent très peu. Nafissatou Silla s'est rendu à l'hémicycle ce matin. La vérité sur les 94 milliards, c'est ce que réclame toute l'Assemblée nationale, opposition comme majorité. Pour Awa Gueye, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, on attend l'audition avec impatience. Un seul couac à noter pour elle, l'absence d'Ousmane Sonko. Sentiment de déception. On a tous appris dans la presse qu'il ne va pas venir. C'est son problème ça. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire notre travail comme il faut. Parce que le principal accusateur, quand on l'a appelé, non seulement il n'a pas déféré à la convocation, mais il a continué de traiter ses propres collègues comme des petits députés. Même position pour son collègue Pape Songo Diouf. Nous sommes là présents en attendant, mais quand même moi je pense que ce sera une attente très longue d'une journée de vendredi qu'on pouvait s'en passer parce que dès que le juge d'instruction s'est autosaisi du dossier, la partie parlementaire pouvait s'en passer. Donc on est là, on attend le déroulement des activités pour voir le comportement des autres députés pour pouvoir réagir. Pour Mamadou Diop Decroix, député de l'opposition, dans la forme, tout est à saluer, mais il ne faut pas appliquer la politique d'un poids, deux mesures. La commission d'enquête, quand elle fonctionne, elle doit concerner tout le monde, que ce soit l'opposition ou la majorité. Là où le bas blesse, et c'est là où il y a mon appel, c'est qu'en amont, il y a eu beaucoup de situations par rapport auxquelles l'opposition avait souhaité des commissions d'enquête qui n'ont pas été mises en place. Donc on met en place une commission d'enquête pour un député de l'opposition. On ne peut que considérer qu'il s'agit de deux poids. Mame Diarra, femme du Parti démocratique sénégalais, estime qu'on pouvait se passer du Parlement dès lors que le juge d'instruction s'est autosaisi. Bon, parce que peut-être il n'a pas d'argument. S'il avait peut-être des arguments, il allait venir informer le peuple sénégalais. Mais on ne peut pas se réveiller un bon jour, accuser quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, qui a sa famille. Ça ne se fait pas dans un monde où les gens croient en Dieu. De tout, l'Assemblée nationale se dit prête pour cette audition où tout le monde espère que jaillira la vérité. Toujours dans le cadre de cette affaire des 94 milliards de francs CFA, l'ancien député Maître El Hadji Diouf rectifie Ousmane Sonko. Selon lui, aucune procédure judiciaire n'est enclenchée. Le leader de PASTEF était devant le doyen des juges juste pour confirmer sa plainte et s'acquitter de la consignation. Et cela ne peut nullement avoir une incidence sur la plénière de l'Assemblée nationale cet après-midi. D'autant plus que la commission d'enquête a fini son travail depuis le dépôt de son rapport. Maître El Hadji Diouf était l'invité de RFM Matin. Il y a de la confusion et de l'amalgame parce que l'homme est coutumier des faits. C'est un grand manipulateur. Il sait pertinemment que d'ailleurs, même la procédure judiciaire n'a pas démarré. Il n'a pas été entendu. C'est faux. Parce qu'il faut un réquisitoire d'abord du procureur. Il faut payer la consignation. Ensuite, le procureur doit faire un réquisitoire pour que le juge commence les auditions. Il n'y a pas eu d'audition. On l'a entendu seulement pour confirmer sa plainte. C'est pourquoi il dit que si on m'appelle, je vais donner les preuves. Donc, on ne l'a pas encore appelé. L'idée se contredit. Il dit j'attends qu'on m'appelle chez mon classeur. Donc, on ne l'a pas appelé pour le dossier. On lui a dit est-ce que vous confirmez votre plainte? Il dit oui. On dit vous payez 100 000 francs. 100 000 francs par là et après,
Bon, on va donner au procureur le temps de démarrer. Mais même cela, même si on avait démarré, cela ne peut pas freiner le travail de l'Assemblée nationale. Parce que l'article 48 du règlement intérieur dit qu'effectivement, s'il y a information judiciaire, la commission arrête ses travaux. Mais ici, la commission a terminé ses travaux depuis le mois d'août et a déposé son rapport sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et là, l'article 48 dit aussi que les travaux de la commission d'enquête sont terminés dès que le rapport est dressé et déposé. Donc, on ne parle plus de commission d'enquête, on parle de plénière. Et on ne doit pas arrêter la plénière. Donc, quand il dit qu'on doit arrêter la plénière d'aujourd'hui, il va écrire au président de l'Assemblée. Il sème la confusion, il sait très bien que la commission a terminé ses travaux. Mais c'est la plénière qui entre maintenant en action. Donc, tout ça, c'est de la confusion et de l'amalgame. Et des millions de Sénégalais réclament, mais un minimum de preuves, pas un recel de documents, c'est faux. Au contraire, le fait de ne pas dénoncer un crime est un crime. Le fait de ne pas dénoncer un délit est un délit. S'il sait qu'il y a un délit quelque part, il doit donner les preuves. Donc on ne va pas l'arrêter pour ça. Il raconte des histoires, mais c'est parce qu'il n'a aucune preuve. De son côté, Maître Abdoulaye Babou donne raison à Ousmane Sonko. L'avocat et ancien président de la commission des lois à l'Assemblée nationale soutient que la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards n'a plus sa raison d'être dès l'instant où le doyen des juges s'est saisi du dossier. L'avocat estime que l'audition du rapport sur cette affaire prévue cet après-midi doit être annulée. Maître Abdoulaye Babou, joint par Koumba Sandiane Faye. Lorsque la justice est saisie d'une manière ou d'une autre, la commission s'arrête immédiatement. Dans le cas d'espèce, un juge d'instruction a été saisi et dans notre métier, on dit que le juge d'instruction est saisi in rem. Ça veut dire que toute l'affaire est entre ses mains. Personne ne doit faire autre chose. Et c'est une question de bon sens. Nous sommes dans un pays organisé où il y a des institutions. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que l'Assemblée nationale dit Massamba et Mademba, etc., sont blancs comme neige et que la justice vienne à son tour dire que Massamba et Mademba sont coupables? C'est une question de bon sens. Les institutions de la République ne peuvent pas ramer entre elles à contre-courant. Donc c'est une question de bon sens. Comme vous l'avez dit, étant donné que la commission n'a plus sa raison d'être, est-ce à dire que la plénière de cet après-midi doit être annulée? La plénière de l'Assemblée nationale ne doit même pas se tenir et devient sans objet. Quand la justice est saisie, tout s'arrête. Et maintenant, le juge d'instruction a la possibilité de faire son enquête comme il l'entend, entendre qui il veut, envoyer des délégations judiciaires, arrêter qui il veut et ne pas arrêter qui il veut. Voilà la réalité. Vu sous cet angle, alors la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale renvoyée sine die. L'Assemblée nationale n'a même pas le pouvoir de s'y prononcer et de donner un résultat. Pendant ce temps, Ousmane Sonko est dans le sud du pays. Le leader de PASTEF est arrivé à Ziguinchor ce matin. Sur place, on ne sait pas grand-chose sur son agenda, mais l'essentiel de ses activités est prévu demain. Lamine Ba. Ousmane Sonko est arrivé ce matin aux environs de 8 heures, passé de 30 minutes, première étape de sa visite de 48 heures dans la capitale du Sud. Une arrivée qui s'est faite sans tambour ni trompette. La presse et les militants venus l'accueillir ont été surpris d'apprendre que le leader de PASTEF a déjà quitté l'aéroport dans la totale discrétion, accompagné seulement de quelques membres de sa délégation. Dans l'agenda du jour, transmis à la presse locale, pas grand-chose à retenir pour cette journée du vendredi, à l'exception de la prière de 14 heures à laquelle il devrait prendre part à la grande mosquée de Ziguinchor. Le leader de PASTEF souhaite qu'on n'en sache pas davantage sur ses autres activités du jour, nous confie une source proche de lui. L'essentiel de ces activités connues de l'agenda des 48 heures auront lieu samedi. Il tiendra une conférence de presse dont le lieu n'est pas encore communiqué avant de dérouler une caravane populaire dans les rues de Ziguinchor en guise de démonstration de force, nous confie-t-on. La journée de samedi sera également consacrée en grande partie à des rencontres privées avec ses militants, sans doute pour discuter de la situation du parti agité par des querelles intestines nées du renouvellement des instances de base. Ousmane Sonko va lancer un appel à la mobilisation à ses militants et leur demandera de rester debout pour porter le combat face au régime qui cherche à le neutraliser, nous confie un de ses alliés politiques les plus fidèles dans la région. Ousmane Sonko, depuis l'annonce de sa visite, retient l'attention de ses militants, mais aussi celle de ses adversaires politiques déterminés à lui rendre la monnaie de la défaite lors des dernières élections présidentielles. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et puis cette visite du président Macky Sall à Touba, comme il est de coutume avant chaque grand magal, le chef de l'État est arrivé dans la capitale du mouridisme il y a une demi-heure. Première étape de cette visite, le chantier de l'université Khadimou Rassoul. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. RFM Midi. Le
capitaine El Hadj Moussa Thiam a été élevé dans l'ordre national du Lion à titre posthume. Décédé en mission commandée en Centrafrique après le crash de l'hélicoptère de l'armée, il a reçu tous les hommages de la nation ce matin au camp militaire Djal Diop. Une levée du corps marquée par l'émotion et la tristesse. Reportage Pape Balagueye. Je vous élève au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion. Distingué de par ses pairs pour son professionnalisme, capitaine El Hadj Moussa Thiam a reçu tous les honneurs de la nation et de l'armée de l'air en particulier. Décédé en mission commandée, l'armée de l'air a subi une lourde perte après le crash de l'hélicoptère Mi-35 en fin septembre, souligne le général de brigade Joseph Mamadou Diop. Il est le chef d'état-major de l'armée de l'air. Le capitaine El Hadj Moussa Thiam était l'un de nos meilleurs pilotes d'hélicoptères, très expérimenté, commandant de bord sur Mi-35, Mi-17, pratiquement les plus gros hélicoptères dont nous disposons. Et pour atteindre ce niveau de qualification, il faut beaucoup d'expérience. Il a toujours montré beaucoup de professionnalisme. Il a participé à beaucoup d'opérations aériennes, aussi bien en Casamance qu'au niveau de la Centrafrique dans le cadre de l'ONU. Et c'est une très grosse perte pour nous, mais nous perdons vraiment un ami. L'armée de l'air, c'est une famille, nous ne sommes pas très nombreux, nous nous connaissons tous. Très grosse perte, il laisse une épouse et 2 enfants et vraiment c'est une très grosse perte pour l'armée de l'air. Une cérémonie d'hommage célébrée en toute sobriété. Pour autant, El Hadj Abdoulaye Thiam, beau-père du défunt capitaine, parle d'un homme multidimensionnel, un bon père de famille, dévoué pour la nation. Grand Sénégalais, un digne fils de la nation, un bon père de famille, un homme courtois, serviable pour la nation, pour ses parents, qui étaient le soutien de leur famille. Allah l'a promis le paradis. C'est lui qui l'a dit, qui meurt dans une guerre ira au paradis. C'est un paradisien, alhamdoulilah. Nous demandons à Allah de lui accorder une lumière éternelle. Toute la famille de l'armée nationale, le ministre des Forces armées et proches parents réunis pour rendre un dernier hommage au capitaine Thiam, l'émotion et la tristesse ont envahi plus d'un. Cette information qui nous vient de Kédougou, le corps de la jeune dame âgée de 32 ans morte noyée avant-hier à Kédougou a été retrouvé tôt ce matin dans les eaux du fleuve Gambie. Elle a été enterrée sur place aux abords du fleuve parce que le corps était en état trop avancé de putréfaction. Une semaine après l'ouverture des classes, les cours tardent à démarrer au lycée mixte Maurice Delafosse. L'heure est aux inscriptions et au retrait des emplois du temps. Les professeurs rassurent cependant, les cours vont reprendre dès la semaine prochaine. Reportage Salimata Aoua. L'enceinte du lycée mixte Maurice Delafosse Noir de Monde. L'heure est au retrait des emplois du temps et des inscriptions pour certains. Astou Djiba, élève en classe de terminale. Les cours ont démarré timidement. Cours ont démarré pour terminale ici. Nous devons cours. Ça s'est bien passé. Le programme et tout, mais demain on va commencer cours normalement. Et on va une leçon. Beaucoup d'élèves ont attendu cette semaine pour s'inscrire, ce qui retarde un peu le démarrage. Monsieur Sow, professeur de français. Dans la dynamique des rentrées, les élèves sont en train de s'inscrire. Le corps professoral est là. C'est l'inscription des élèves qui empêche un tout petit peu le démarrage des cours. Les emplois du temps sont disponibles, les classes ont été réparties. Maintenant, nous attendons les élèves. Avec le Magal qui pointe à l'horizon, cet apprenant rassure, ce sera juste un arrêt des cours de 2 jours. Inch'Allah, le démarrage sera effectif avant le Magal. On ne peut pas se permettre quand même d'attendre jusqu'au 18 ou perdre encore des jours. On va démarrer et on va s'arrêter pour aller faire le Magal. Une semaine après l'ouverture des classes, certains ne connaissent pas encore leur classe. Pour d'autres, c'est la recherche de papiers administratifs pour pouvoir s'inscrire. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. Le Premier ministre éthiopien, prix Nobel de la paix 2019. Ce prix a été décerné à Abiy Ahmed pour son implication en faveur de la paix et de la coopération internationale. Le Premier ministre éthiopien, 42 ans, est l'homme par qui est passée la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée après 2 décennies de guerre sanglante ayant engendré 80 000 morts entre 1998 et 2000, qui est Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019.
2019. Son portrait est signé Adi Maguette Ndiaye. Il est l'artisan de la réconciliation de son pays avec l'Érythrée. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est né dans un petit village situé à 500 km de la capitale, Addis Abeba. Il s'est engagé très tôt en politique dans l'Organisation démocratique des peuples Oromo, une des composantes de la coalition qui va le porter finalement au pouvoir. Abiy Ahmed a rejoint les rangs du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens à l'âge de 15 ans. Il est ensuite envoyé comme casque bleu au Rwanda après le génocide de Tutsi. Il est présenté par ses proches comme l'homme de la situation pour redresser la barre du deuxième État, le plus peuplé d'Afrique. Âgé de 42 ans, il est depuis mars 2018 le premier ministre de l'Éthiopie dans l'histoire récente de son pays à être issu de l'ethnie Oromo. Abiy Ahmed a reçu ce 11 octobre le prix Nobel de la paix 2019. Cameroun, le président français appelle son homologue Paul Biya à mettre en œuvre la réconciliation. Et c'est suite à la libération de l'opposant camerounais Maurice Kamto en visite en France. Le président Macron a saisi le moment pour demander à son homologue Paul Biya de mettre en œuvre la réconciliation. Virginie Léontine Sagna. Emmanuel Macron a qualifié de signal fort la remise en liberté de Maurice Kamto et d'une centaine de membres de son parti qui avaient été arrêtés en fin janvier par le mouvement pour la Renaissance du Cameroun suite à des manifestations pacifiques organisées pour protester contre les résultats de la présidentielle. Pour le président français, cette mesure est un bon début et a fait un appel à Paul Biya de mettre réellement en œuvre le dialogue national engagé ces dernières semaines pour tenter d'apaiser la crise dans la partie anglophone du pays. Et puis, fin de la campagne électorale ce soir en Tunisie. Les deux candidats du second tour ont jusqu'à ce soir Souleymane pour convaincre les Tunisiens. Le scrutin présidentiel oppose dimanche prochain l'universitaire Kaïs Saïed, 18% au premier tour, à l'homme d'affaires Nabil Karoui, 15% ce soir. Les adversaires vont débattre en direct à la télévision nationale tunisienne. Et en RD Congo, l'avion cargo qui assurait la logistique du déplacement du président de la République a craché hier. C'est aujourd'hui que des débris de l'appareil ont été retrouvés dans l'est du pays. Info, présidence congolaise à Jeune Afrique. Les 4 membres de l'équipage et 3 gardes rapprochés et le chauffeur du président Tshisekedi, tous portés disparus. Binta Diallo, merci beaucoup. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans Point de vue, aujourd'hui, nous évoquerons l'affaire des 94 milliards à la lumière des actes posés hier par le doyen des juges d'instruction lors de son audience avec Ousmane Sonko, ce au moment même où la commission d'enquête parlementaire soumet son rapport à la plénière de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Nous serons en direct un peu plus tard dans cette édition avec Dr Pape Moussa Saliou Gueye, ancien enseignant-chercheur en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi qu'avec Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. RFM Sport. Bonjour à vous, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Slémanian. La presse brésilienne, frustrée par le match nul concédé hier par les Oriverdés face au Sénégal. Voilà, Neymar et ses coéquipiers ont été dominés malgré plutôt un bon résultat de match. 3e match sans victoire pour le Brésil depuis la Copa América en juin dernier. Seule consolation de ce face-à-face contre les Lions de la Teranga, le but de Roberto Firmino, alors que les Brésiliens attendaient beaucoup de cette 5e de Neymar. Ana Rocha a parcouru pour nous ce matin la presse brésilienne. 5 jogos, mais 5 goals. Une 100e sélection, mais pas de but pour le numéro 10 du Brésil, titre Globo Esporte. Neymar a fait beaucoup trop d'erreurs, constate le journaliste. Et au-delà, c'est toute l'équipe brésilienne qui n'a pas su briller hier à Singapour face aux Lions du Sénégal. Malgré un bon début de jeu et l'ouverture du score par Firmino, les vainqueurs de la dernière Copa América ont souffert, selon Barbara Ribeiro du site Torcedores. Sur le flanc gauche, Sadio Mané a donné du fil à retordre à la défense brésilienne. Les changements du coach Tite ne vont rien changer à la physionomie et à l'issue du match. Un but partout, score final, s'exclame Barbara Ribeiro. C'est un nouveau résultat frustrant, écrit Silvio Barsetti du journal Terra. 3e match de la Seleção brésilienne sans victoire. Avant ce nul face au Sénégal, il y a eu aussi un nul 2-2 contre la Colombie et une défaite 1-0 face au Pérou, argumente le journal
journalistes. L'équipe nationale brésilienne n'avait pas connu une telle séquence négative depuis 2013. Le journal Terra encense par ailleurs les Lions en comparant leur jeu d'hier à celui du Brésil d'autrefois. Avec un jeu fluide, des passes courtes, des situations d'attaque très dangereuses où Sénégal paraissait au Brésil d'autres tempos, lit-on sur le site du journal. En 36 confrontations avec des sélections africaines, le Brésil était sur une dynamique de 34 victoires, une défaite contre le Cameroun en 2003 en Coupe des Confédérations. La Seleção aura l'occasion de se rattraper dimanche à Singapour, toujours où elle va affronter en amical encore le Nigeria. L'accent très lusophone d'Anna Rocha qui a retrouvé les siens après donc cette rencontre entre le Sénégal et le Brésil. Elle a parcouru donc pour nous la presse brésilienne de ce matin. Suleiman. Autre chose maintenant, la finale de la Coupe de l'UFOA. Dimanche, le Sénégal s'oppose aux détenteurs du trophée. Il s'agit du Ghana. Au cours de ce tournoi, Lions de la Teranga et Black Star ont séduit, mais les Sénégalais veulent terminer en beauté. Sodatia. Après un match difficile et rythmé lors des demi-finales contre le Mali, le Sénégal affronte le tenant du titre, le Ghana. Un match qui s'annonce difficile. Toutefois, les joueurs sénégalais restent confiants selon Hadim Diaw. On va essayer de gérer le match en essayant de le gagner. Chaque match a sa réalité, même si Ghana est plus expérimenté que nous. Mais cela ne nous ébranle pas. On va tout faire pour gagner ce match. Le Ghana n'est pas une petite équipe. Les Black Stars ont annoncé les couleurs, mais le Sénégal n'est pas en reste, nous dit El Hadj Moutarou Baldé. On se prépare parce que Ghana n'est pas une petite équipe. Ça ne sera pas facile pour vaincre le détenteur du titre. On va tout faire. On se préparera en conséquence. De son côté, le sélectionneur des Lions du Sénégal estime que c'est aux joueurs de mouiller le maillot. Pour Serigne Saliou Dia, remporter la finale, c'est bien possible. Il y a une philosophie qui dit la finale c'est pour les joueurs, c'est pas pour l'entraîneur. Je pense que les joueurs ont besoin d'inscrire leur nom sur l'histoire de la Coupe de l'UFOA. C'est à eux de se battre, c'est à eux de croquer les dents, c'est à eux de faire tout pour gagner ce match. L'entraîneur, il mettra en place, il y aura tout. Mais je pense une finale, ce n'est pas seulement le travail qui est gagné, ce sera le cœur, ce sera l'âme, ce sera la détermination. Et je pense qu'avec l'apport du public, on peut espérer avoir quelque chose de ce jour. Une finale, ça se gagne, a-t-on l'habitude de dire. Et cela, les joueurs sénégalais l'ont bien compris. Ghana-Sénégal, c'est ce dimanche au stade La Dior de Thiès, à 18h. Un match à suivre en direct sur les ondes de la radio Futur Média. On enchaîne avec le foot en Europe. Nous parlons des qualifications à l'Euro 2020. Des rencontres prévues ce soir à partir de 18h45. La France est en déplacement en Islande. La République tchèque accueille l'Angleterre. Le Portugal de CR7 fait face à l'équipe de Luxembourg. L'Ukraine fait face à la formation de la Lituanie. Toutes ces rencontres précitées sont prévues à partir de 18h45. Hier, la Belgique a été la première nation qualifiée pour l'Euro 2020 après avoir largement dominé Saint-Marin. Score de la partie, vous ne rêvez pas, 9-0 Suleiman. En mode beach soccer, mondiaux de la plage au Qatar, le Sénégal se lance ce vendredi. Oui, le Sénégal qui va jouer sa première rencontre, ce sera face à l'Iran. Le Sénégal qui partage son groupe avec l'Ukraine et le Paraguay. La rencontre entre le Sénégal et l'Iran est prévue à partir de 16h. Notez que le Sénégal, à l'issue donc de ce tournoi, va se lancer dans la Coupe du monde de beach soccer qui est prévue très prochainement. Suleiman, c'est l'essentiel des actualités sportives de ce midi. Merci, cher Tidiane Diagne. Il est 12h29. RFM, reportage. Le reportage Safar du jour à Pikine, la ferveur de Magal est palpable dans les quartiers de la ville. Les talibés mourides vivent au rythme du grand Magal de Touba prévu jeudi prochain. Reportage Ndongoka. Des poèmes de Cheikhoul Khadim déclamés par un courrier de Daïra massé sous la grande tente dressée pour la circonstance. L'assistance composée par un parterre de disciples et d'invités se montre très émerveillée. Célébrer Safar pour les jeunes du quartier Makka Koloban 2 de Pikine est un devoir de grâce. Chaque année, ils ne se ménagent pas. Pour eux, rien n'est trop grand pour accueillir 18 Safar. C'est une collecte qu'on fait dans tout le quartier. On a une caisse associative, mais chaque mois, chacun y verse sa contribution. Ça nous permet, comme arrivé à ce stade-là, de sortir l'argent. Pour les dépenses, vraiment, on ne peut pas estimer. Ça demande de gros moyens parce que déjà, il faut acheter des bœufs, il faut les tentes, les chaises. Bon, à peu près, on a dépensé plus de 1 million et quelques. Bon, on a immolé 2 bœufs cette année. L'ampleur
du Safar mobilise tous les riverains du quartier. Pourtant, au début, les jeunes sans moyens financiers n'étaient guidés que par leur amour pour Serigne Touba. Mais tout ça, c'est venu d'une idée simple. On avait commencé déjà par une petite marmite, tout ça, pour commencer à célébrer le Safar. La première année, on a juste préparé du café, des pains beurre, tout ça. On a donné ça aux gens. L'année suivante, on a préparé du lard, donc on a servi ça aussi. Cette année, vous voyez, c'est devenu un peu plus grandiose. Partout dans les grandes artères de Pikine, c'est la grande mobilisation. Au rythme du grand magal de Touba, Nongaka Pikine, RFM. Bonjour Suleiman. Vous êtes le président du Forum du Justiciable. Avec nous également Dr Pape Moussa Saliou Gueye. Bonjour. Bonjour, monsieur Nia. Docteur, vous êtes enseignant-chercheur en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous évoquons l'affaire dite des 94 milliards à la lumière des derniers développements. Vous le savez, le principal dénonciateur, Ousmane Sonko, notamment, a été reçu hier par le doyen des juges d'instruction. À ce stade de cette audience, il s'est agi de généralité et surtout de fixer le montant de la consignation pour l'ouverture de l'instruction. Docteur Pape Moussa Saliou Gueye, c'est à vous que je m'adresse en premier. Donc, qu'est-ce à dire réellement, puisque l'enjeu est de savoir si cet acte du juge vaut réellement le début de la procédure pour enterrer les travaux de la commission d'enquête parlementaire qui, précisons-le, soumet aujourd'hui son rapport à la plénière de l'Assemblée nationale. Oui, le Seigneur, vous savez, Ousmane Sonko, d'après lui, il a confirmé tout ce qu'il avait dit dans sa plainte devant le doyen des juges. Ça, personnellement, je ne peux pas le confirmer puisque je n'étais pas. Mais toujours est-il, en principe, puisque la justice a entamé son travail, en principe, la plénière de la commission d'enquête parlementaire n'a plus sa raison d'être. Voilà, car le juge s'est maintenant saisi du dossier. Par conséquent, l'Assemblée nationale doit se décidir pour être en conformité avec l'article 48 de son règlement intérieur. Voilà. Très bien, on vous a bien entendu. Boubacar Ba, sur la même question et du point de vue du droit, vous en pensez quoi? Ben écoute, Suleiman, moi je voudrais tout d'abord me féliciter, en tout cas, du fait que le juge d'instruction a convoqué hier M. Ousmane Sonko pour fixer quand même le montant de la consignation dans cette affaire dit 94 milliards. Je m'en réjouis tout simplement parce qu'aujourd'hui les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, souhaitent vraiment être édifiés dans cette affaire qui défraie la chronique depuis pas mal de temps. Donc c'est bien que la justice s'y mêle pour que enfin les responsabilités de chacun soient vraiment situées. Maintenant, ce qu'il faut préciser, après cette convocation, je suppose que le juge d'instruction est dans les dispositions quand même d'aller vers l'ouverture d'une information judiciaire. Je suppose parce que tout simplement, Suleiman, ça c'est important de le préciser, pour qu'il y ait l'ouverture d'une information judiciaire, ça c'est important de le préciser, pour qu'il y ait une audition dans le fond, il y a un préalable légal à respecter, Suleiman. Après le paiement, en tout cas du montant de la consignation, le juge d'instruction est dans l'obligation d'informer le procureur de la République qui seul reste le maître des poursuites. Il va lui informer de l'existence de la plainte avec conscience de partie civile de M. Ousmane Sonko et éventuellement c'est le procureur qui, en tout cas, va porter l'accusation devant la barre. Et après, le procureur, si le procureur est informé, le procureur va prendre aujourd'hui, en tout cas, un réquisitoire. Et dans ce réquisitoire, soit pour dire au juge d'instruction, monsieur le juge, vous pouvez aller vers l'ouverture d'une information judiciaire. Et dans ce cas, le juge d'instruction va aller vers l'ouverture d'une information judiciaire. Ou bien le procureur peut demander au juge d'instruction de ne pas ouvrir une information judiciaire. Et là également, il est bien de le préciser, même si aujourd'hui le procureur de la République demande au juge d'instruction de ne pas aller vers l'ouverture d'une information judiciaire, ce réquisitoire-là ne lie pas le juge d'instruction. Donc le juge d'instruction aujourd'hui a la possibilité, même en cas de réquisitoire, pour lui demander de ne pas aller vers l'ouverture d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance de refus motivée pour dire au procureur, moi j'estime qu'aujourd'hui, il faut aller vers l'ouverture d'une information judiciaire. Mais également, le procureur peut attaquer cette ordonnance de refus devant la chambre d'accusation. Donc, pour montrer qu'aujourd'hui, à mon avis, la machine judiciaire n'est pas en quelque sorte déclenchée dans le fond. Donc, hier, moi, je suis vraiment étonné. Si Ousmane Sonko nous dit qu'il a été entendu dans le fond, je suppose tout simplement qu'il a versé le montant de la consignation. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est qu'aujourd'hui, que le procureur de la République ne s'oppose pas
en tout cas, à l'ouverture d'une information judiciaire parce qu'il est tenu d'être informé, parce que c'est lui qui aujourd'hui, en tout cas, est le maître des poursuites. Voilà. Maintenant, voilà pour la lecture, disons, légale, juridique et même procédurale de cette affaire. D'un point de vue un peu plus politique, s'agissant notamment de l'opportunité, aurait-on pu ou dû harmoniser les agendas judiciaires et parlementaires, même si on le sait, chaque institution revendique le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs? Vous savez, Souleymane, l'idéal, en tout cas pour moi, normalement, c'était en tout cas la justice qui devait se charger de ce dossier. Mais vous-même, vous l'avez constaté, quand le procureur a été saisi par M. Ousmane Sonko, le procureur n'a pas bougé. Donc, est-ce qu'on va croiser les bras, dire que voilà, rien n'a été fait? Non, moi je pense qu'aujourd'hui, vu que le procureur, en tout cas, n'a pas déclenché, ne s'est pas saisi de cette affaire-là, aujourd'hui, moi je me félicite du fait que l'Assemblée nationale, qui également est une institution, a mis sur place, en tout cas, une commission d'enquête parlementaire. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, à défaut d'avoir une information judiciaire, à l'époque, à défaut d'avoir en tout cas un procureur qui s'est saisi qui s'est autosaisi, si aujourd'hui l'Assemblée nationale à l'époque avait estimé pour ne pas que cette affaire tombe dans l'oubli et que cette affaire-là, dite 94 milliards, intéresse les Sénégalais, il faut nécessairement quand même l'Assemblée nationale prendre ses responsabilités. Et c'est ce que l'Assemblée nationale a fait en mettant sur place une commission d'enquête parlementaire, c'est ce que je salue. Maintenant, il y a lieu simplement de préciser que la commission d'enquête parlementaire n'est pas un tribunal. Donc, nous sommes dans un système où nous avons opté pour la séparation des pouvoirs. Nous avons un pouvoir judiciaire qui est chargé de dire le droit, en tout cas de rendre des décisions de justice. Mais également, nous avons un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif qui aujourd'hui est incarné par l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale a estimé mettre sur place, en tout cas, une commission d'enquête parlementaire. Moi, je l'apprécie, je salue. Maintenant, il faudrait qu'aujourd'hui, que l'affaire évolue devant la justice qui, à mon avis, peut quand même édifier les Sénégalais pour qu'aujourd'hui, les responsabilités soient vraiment situées. Parce que Nous avons bien compris. Docteur, je reviens à vous tout à l'heure. Docteur Pape Moussa Saliou Gueye, vous êtes en ligne? Oui, très bien. Comment expliquer quand même que ce qu'on peut considérer comme un manque de célérité de la justice pour des faits portés à la connaissance du procureur depuis mai 2018 et portant sur un présumé détournement de deniers publics pour des montants aussi élevés? Oui, vous savez, le procureur est le maître des poursuites. C'est lui seul qui est habilité à déclencher l'action publique. Par conséquent, moi, je pense qu'au niveau de l'arsenal juridique, au niveau du parquet, peut-être que le moment n'était pas opportun pour se saisir efficacement de ce dossier-là. Mais encore une fois, l'Assemblée nationale est en train de faire un excellent travail. Sauf que, à mon humble avis, moi, je pense personnellement à ce niveau, puisque la commission, la justice est saisie de ce dossier, la commission qui a été créée devrait prendre fin, c'est-à-dire qu'il ne devrait plus exister du moment où que la justice est déjà saisie de ce dossier-là. En réalité, l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale nous enseigne clairement que si une commission a déjà été créée, sa création, j'allais même dire sa mission prend fait de l'ouverture d'une information judiciaire. Et tel est le cas, on est en présence d'une ouverture d'une information judiciaire. Cependant, on parle de consignation. Vous savez, la consignation est un préalable pour l'ouverture du procès. Et la consignation n'est rien d'autre qu'une somme d'argent qui est demandée lors d'une plainte avec constitution de partie civile. Elle correspond à un montant qui peut servir à payer une éventuelle demande dans le cas d'une plainte abusive. Voilà, aussi la plainte attaquée, ou si la partie attaquée demande des dommages et intérêts. C'est juste ça. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes tenus par le temps, mais je vais laisser 30 secondes à Babacar Ba. Je vous ai interrompu tout à l'heure pour votre dernier point. Oui, en fait, je voulais juste soulever un point, Souleymane. Peut-être je vais terminer par là. Vous savez, à mon avis, la commission d'enquête parlementaire a déjà fini son travail. Parce que si vous regardez les dispositions de l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique, mais cette disposition nous dit que le dépôt, en tout cas du rapport de la commission d'enquête parlementaire, met fin en tout cas à l'existence de la commission. Donc aujourd'hui,
la commission d'enquête parlementaire n'existe pas, parce qu'il a déjà déposé son rapport. Et c'est là que moi je pense qu'il y a en tout cas un vide juridique. Parce qu'aujourd'hui, il faut dissocier la plénière avec quand même cette commission d'enquête parlementaire qui, à mon avis, en tout cas, a déjà fini son travail. Maintenant, est-ce qu'il faudrait arrêter maintenant le processus en suspendant aujourd'hui la plénière? Là également, je pense que c'est des interrogations. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de dire il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. En tout cas, la loi nous dit que pour ce qui concerne la commission d'enquête parlementaire, leurs travaux sont terminés dès l'instant qu'ils ont déjà déposé leur rapport. Donc au moment où je vous parle, je suppose qu'il n'y a plus une commission d'enquête parlementaire. Très bien, merci beaucoup. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof à partir de 13h